Pierre-René Lema, bonjour. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous avez été préfet de Corse entre 2003 et 2006. Première question, justement. Comment analysez-vous les relations entre l'État et la Corse à votre époque, d'abord quand vous étiez préfet, et par rapport à aujourd'hui? À mon époque, c'était un peu compliqué parce qu'on était juste après le référendum qu'avait proposé Nicolas Sarkozy sur la création d'une assemblée unique et sur lesquels les Corses avaient plutôt voté non. Et donc c'était une époque compliquée parce que l'État était mal à l'aise après son échec. Alors, vous avez dit que c'était une situation compliquée, elle l'est aussi aujourd'hui. Il y a une situation de blocage, on peut le dire, entre la collectivité territoriale qui est maintenant aux mains des nationalistes et l'État. Comment vous l'expliquez et surtout comment en sortir? Est-ce que d'après vous, l'État doit lâcher du lest sur le statut de résident, sur la co-officialité de la langue corse? Vous savez, je n'ai jamais connu de situation en Corse où on puisse dire tout va bien. Il ne faut jamais se mettre en situation de bras de fer, où on dit l'un va céder, l'autre va céder, avec, vous savez, comme on se tient le bras et puis il faut le poser sur la table et là on dit j'ai gagné. Non, dans la vie publique, tout à la fin finit par être des compromis. Je ne dis pas des compromissions, je dis des compromis, et je pense que c'est la voie que devraient suivre et l'État et la Corse. Est-ce qu'on peut dire que depuis Emmanuel Macron, la Corse a quand même un petit peu disparu du champ politique, en tout cas de l'État? Est-ce que par exemple il a mal géré sa dernière venue pour le grand débat national en ne s'adressant qu'aux maires et en zappant un petit peu Gilles Siméon et Jean-Guy Talamongne? Est-ce que c'est pas un moyen de court-circuiter un petit peu la région? Mon regard de citoyen m'amène à dire que, à mon sens, les liens ne sont pas rompus. La confiance n'est pas rompue? Non, moi je crois qu'ils ne sont pas rompus. Je pense que la discussion continue, les échanges continuent, on le voit bien. Est-ce qu'il y a une bonne volonté partagée de part et d'autre? Je le crois, je veux le croire. Est-ce que malgré tout, si cette situation perdure de blocage, est-ce que vous ne craignez pas que la violence politique revienne? Je précise que vous avez été vous-même victime ici à Ajaccio d'un tir de roquette, vous en parlez dans votre livre. La violence, moi je ne l'ai jamais trouvée légitime, mais il y a une époque où on pouvait s'interroger. D'aucuns disent aujourd'hui qu'on obtenait peut-être plus de choses à l'époque quand il y avait des bombes. Ouais, mais ça je crois pas, vous voyez. Ça je crois pas. Je pense que la violence a fait perdre beaucoup de temps à tout le monde. Moi je n'ai pas cette inquiétude. Et en tous les cas, je souhaite que pour la Corse, on continue dans la voie qui a été choisie par l'ensemble des élus. Vous avez été aussi secrétaire général de l'Élysée en 2011, de 2012 à 2014, c'était donc sous François Hollande, qui lui non plus d'ailleurs ne s'est pas trop mouillé sur la Corse, sur son autonomie, si ce n'est un petit peu à la fin de son mandat, mais bon, finalement ça n'engageait pas vraiment son gouvernement. Ah bah quand même, si vous regardez l'évolution des choses, c'est très intéressant de voir qu'il y a une espèce, j'explique ça dans mon livre, de fil secret dans la République. La collectivité unique, vieille revendication, que Sarkozy propose et ça ne marche pas. À la fin des fins, c'est une loi de François Hollande qui crée la collectivité territoriale unique. Et ce n'est pas une petite évolution, la collectivité territoriale unique, parce que ça va de pair avec le renforcement de l'autonomie. Moi, vous savez, j'ai toujours pensé que l'autonomie des collectivités territoriales, et en particulier en Corse, n'avait rien d'antinomique avec la République. Vous êtes favorable, vous, à une autonomie pleine et entière voulue par les nationalistes? Moi, je pense que la République n'a rien à craindre de l'autonomie. Après, il ne faut pas se focaliser sur les mots, il faut voir le contenu. Et ça, je sais que les élus y sont attentifs. Alors, vous en avez parlé, vous avez été aussi un des premiers hauts fonctionnaires un petit peu à participer à la mise en place de cette Assemblée de Corse et de cette collectivité de Corse en 82 et en 92. À l'époque, on sentait que l'État français avait vraiment accompagné la Corse dans cette démarche. On l'a un petit peu beaucoup moins senti même en 2018 pour la fusion de cette collectivité unique. À l'époque, il y avait une volonté de décentralisation. Vous savez, la décentralisation, elle a maintenant 30 ans, mais c'était une vraie révolution. L'époque où on enlevait les tutelles, où le préfet cessait d'être le dirigeant de l'exécutif territorial pour être simplement chargé du contrôle de légalité. C'était des vrais changements. Et c'est l'État qui les a voulus à l'époque. Parce que l'ensemble du monde local le voulait. En Corse, il y avait cette volonté aussi d'avoir quelque chose qu'on n'appelait pas forcément encore l'autonomie, mais qui était une volonté de prendre ses propres affaires en main. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une telle volonté décentralisatrice? J'en sais rien.
Vous avez été également un des acteurs du PEI, c'est le programme exceptionnel d'investissement. C'est donc ce programme qui est censé permettre à la Corse de rattraper un petit peu son retard, notamment dans les infrastructures, avec le recul. Au-delà des fonds qui ont été versés à la Corse, est-ce qu'il n'a pas manqué peut-être un transfert d'ingénierie? Les moyens qui ont été mis en place, ça remonte à Lionel Jospin par le premier PEI, était quand même assez considérable. Ce qui a manqué peut-être, et c'est à mon avis partagé, c'est d'abord de faire des choix clairs. Des choix, ça veut dire qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et que chaque fois qu'on essaye de faire des choix qui sont des additions de compromis locaux, on finit par se tromper. Voilà. La deuxième, je pense comme vous qu'il a manqué un peu d'ingénierie. Et que ce soit du point de vue de l'État ou du point de vue de la collectivité territoriale, et même à l'époque des départements et des groupements de communes, cette ingénierie me paraît un sujet majeur. Il est majeur pour la Corse, il est majeur en général. Comment voulez-vous que la décentralisation ou l'avancée vers plus d'autonomie pour les collectivités locales puisse bien se passer s'il n'y a pas le savoir-faire et les équipes chargées du savoir-faire et puis le financement du savoir-faire? Alors Pierre-René Lemas, une dernière question pour finir sur l'actualité de ces derniers mois en Corse. On observe une recrudescence d'un phénomène que l'on pourrait appeler phénomène mafieux. Comment est-ce que vous l'analysez? Moi, je ne suis pas sûr que le mot mafia soit le mot adéquat. C'est un mot fort, donc il a l'avantage de marquer l'opinion, de marquer les esprits. Parce que c'est un mot Tous les fort. codes pourtant sont réunis pour parler de mafia. Oui, je sais, mais moi je ne suis pas sûr que le mot soit juste. Voilà, je pense qu'il est fort. Je crois que la Corse, c'est pas la Sicile, quoi. D'une certaine manière, c'est encore plus compliqué, parce qu'il me semble que c'est plutôt des additions de bandes, de gangs, de bandits, de voyous, qui forment des équipes qui sont parfois complices, parfois rivales, qui utilisent l'intimidation, qui utilisent la violence, qui utilisent aussi la corruption. Et que c'est un phénomène qui est grave, parce qu'il empoisonne la vie de nos compatriotes corses. Vous savez, on dit tellement de bêtises sur la Corse. La Corse n'est pas violente. La Corse, elle subit la violence de certains. Pierre-René Lemas, merci d'avoir été Merci. notre invité ce soir. Je vous rappelle donc ce livre Des princes et des gens où Pierre-René Lemas parle donc entre autres de son passage en Corse.